Bonjour à tous et bienvenue à bord. Aujourd'hui, petit changement de cap, dans le sens où on va pas parler de réseau, mais on va faire une petite initiation à Docker. Docker, c'est aujourd'hui une technologie qui est quasiment incontournable dans le monde de l'informatique, et il est vrai que je vois souvent des personnes qui débutent en informatique, qui savent pas trop ce que c'est Docker, qui voient pas trop son intérêt, qui savent pas trop comment s'y prendre. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour faire une petite initiation à Docker. Alors attention, je ne suis moi-même pas du tout spécialiste de Docker. Je l'utilise régulièrement avec mes maigres connaissances, mais je suis loin d'être un expert, donc je ne vais pas faire de vous des experts. Il existe moult formations sur Internet qui permettent de s'approprier cette technologie et de la maîtriser. Ça n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est simplement de présenter Docker, de vous faire une petite démonstration de ce dont il est capable et ce dont il marche, sans aller trop dans les détails. À vous ensuite de faire le reste. On va commencer tout de suite par la question existentielle. Qu'est-ce que c'est que Docker ? En fait, Docker est un isolateur. Donc, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il va isoler quelque chose. En l'occurrence, un isolateur va isoler des applications ou des utilisateurs dans ce qu'on appelle des contextes ou encore des zones d'exécution ou encore des conteneurs. Chaque instance dispose de son propre environnement et donc de sa propre configuration. L'isolation, elle est partielle dans le sens où le conteneur a quand même besoin de certaines ressources issues de l'autre et notamment du noyau. Il faut savoir donc que nativement, il n'est pas possible de faire des conteneurs Linux sur Windows ou des conteneurs Windows sur Linux parce qu'ils ne partagent pas le même noyau. Il y a des moyens de détourner pour y arriver, en s'appuyant notamment sur certains concepts de virtualisation. Sur Windows, par exemple, il est possible d'utiliser le sous-système Linux pour Windows, et non l'inverse, pour pouvoir faire tourner des conteneurs Linux sur un Windows. De base, nativement, ça n'est pas possible. Chaque processus de l'application doit être de la même famille que l'hôte sur laquelle le conteneur tourne. Ça a un effet très positif sur les performances, parce que les performances sont décuplées par rapport par exemple à une VM, on en reparlera un peu après, dans le sens où tout est partagé, hein, les ressources sont optimisées. Ça peut avoir aussi une incidence bénéfique sur la sécurité, parce que comme c'est isolé, si l'isolation est bien faite, toutefois, bien entendu, eh ben on peut avoir des gains au niveau de la sécurité, dans le sens où chaque application, ou chaque contexte utilisateur va être complètement isolé des autres, ce qui fait qu'il n'y aura pas de débordement possible de l'un à l'autre. Si c'est bien fait, encore une fois. Donc tout ça, ça fait que ces technologies-là sont de plus en plus publicitées, et notamment dans tout ce qui est mouvance Ops, comme par exemple les DevOps, parce que ça va permettre un déploiement automatisé et accéléré en plus des applications notamment, et lié à tout ce qui est donc développement continu et livraison continue, et ça va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et qui s'appuie sur tout ce qui est gestion de projet, agile, Scrum, etc. Eh bien non. Même si, effectivement, ça fait pas très longtemps qu'on entend parler de Docker, de Kubernetes, de toutes ces technologies, l'isolation est en fait quelque chose de très, 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 très ancien parce que ça nous vient d'Unix et le concept d'isolation a été introduit en 1979 et notamment avec ce qu'on a appelé le chroot. Donc chroot pour change root, c'est-à-dire changer de racine, qui est en fait un appel système sur Linux qui permet de changer le répertoire racine de l'exécution d'un processus. C'est-à-dire que le processus, en fait, il croit qu'il s'exécute au niveau de la racine. En fait, non. Il s'exécute dans sa petite bulle, son petit conteneur. On peut exactement faire la même chose pour un utilisateur, c'est-à-dire lui faire croire qu'il est à la racine du système pour masquer le reste du système. C'est ce qu'on appelle le root jail, donc la prison chroot, qu'on utilise notamment sur des serveurs avec le système de SFTP, par exemple, pour du partage de fichiers de manière sécurisée. Donc non, c'est pas du tout récent, et c'est très ancien. Aujourd'hui, en fait, Docker est ni plus ni moins que le descendant de chroot, hein, ça fait grosso modo la même chose, sauf que c'est beaucoup plus user-friendly et beaucoup plus adapté aux technologies d'aujourd'hui.
Il existe également d'autres projets qui sont basés sur chroot et qui sont des isolateurs, pardon, mais qui sont beaucoup moins connus, comme par exemple Linux vServer, qui est un isolateur complet qui intègre aussi des notions de quota ou des notions d'isolation du réseau, donc pour favoriser la sécurité. Celui-là, il existe pardon, depuis 2008, donc c'est avant Docker, il a eu beaucoup moins de succès. Donc il va partitionner toutes les ressources, ça va un peu plus loin que chroot, parce qu'il va partitionner le CPU, il va partitionner la RAM, le réseau, il va faire, comme je l'ai dit, des quotas pour le stockage ou pour l'utilisation des ressources. Donc il va beaucoup plus loin. Il existe toujours, et il va permettre de lancer des processus virtuels, des conteneurs en fait, complètement isolés. Et il y a aussi LXC, que vous connaissez sûrement, donc LXC c'est pour le Linux Container, qui est notamment présent sur la distribution Ubuntu, et qui est aussi possible d'utilisation nativement via Proxmox, donc qui est la même chose, donc c'est un isolateur LXC qui va permettre de faire tourner des conteneurs exactement sur le même principe d'isolation que chroot, que Docker, que Linux vServer, etc. Donc non, ça n'est pas quelque chose de nouveau, ça n'est pas quelque chose d'inédit, et ça n'est pas quelque chose d'exclusif à Docker. Aujourd'hui, Docker s'est plus ou moins imposé dans l'environnement, mais il existe beaucoup d'autres technologies. Donc, on va passer à un petit point pratique pour vous démontrer un petit peu ce dont est capable Docker, qu'est-ce qu'on peut faire avec et surtout comment ça marche. Donc, pour faire ça, il faut... Alors, le top, c'est d'avoir en tant que prérequis des petites connaissances de Linux, des systèmes Linux. Moi, j'ai utilisé là, une Debian 11 parce que j'en avais une sous la main et que j'avais pas envie de me casser la tête, mais on peut utiliser donc n'importe quelle distribution Debian. Ma Debian 11 est toute propre. Il n'y a absolument rien dessus, j'ai pas d'interface graphique non plus. Donc on va partir là-dessus, vous pouvez utiliser n'importe quel Linux. Les débutants pourront suivre ces manipulations, mais risquent de pas trop comprendre ce qui se passe. Donc voilà, il faut connaître un minimum Linux pour être à l'aise pour cette démonstration. Donc, mon Debian, comme je vous l'ai dit, il n'y a absolument rien dessus. Donc, la première étape, bien sûr, c'est d'installer Docker. Donc, pour installer Docker, plusieurs choses. Soit on peut se baser sur les dépôts. Donc, on va passer en route. Donc, on peut se baser sur les dépôts. Je vais faire un petit update. Décidément, update. Je ne sais plus écrire. Et si je fais apt search Docker, vous allez voir qu'il m'en ressort plusieurs. Apt search Docker. Voilà, bon, alors il y en a qu'on utilise, qu'on va pas forcément utiliser. J'aurais pu faire un petit pipe, effectivement. Donc il y a le docker.io notamment, qui est celui qu'on peut installer. Par contre, le docker.io, c'est des packages qui sont non officiels, si on peut dire, qui sont maintenus en fait par les personnes de Debian. Donc moi, ce que je préfère, c'est installer le paquet qui vient directement de chez Docker. Donc pour ça, ils font les choses assez bien, parce qu'ils ont tout mis sur leur site, docker.docs. Vous allez pouvoir trouver n'importe quoi, et notamment comment rajouter leur dépôt à eux pour pouvoir ensuite installer les paquets tout frais, et notamment les mettre à jour. Donc on va faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va installer les différents composants. On va ensuite mettre en place le dépôt de Docker, et ensuite on va pouvoir installer Docker avec Docker Compose, etc., etc. Donc ça, on va le faire. Je vous laisse aller sur le site si vous voulez avoir les différentes commandes. Donc on va faire ça directement. Donc le update, je l'ai déjà fait. On va pouvoir installer CA Certificate et curl. Petite note au passage, je fais des copier-coller de la page que je vous ai montrée. Je le fais parce que j'ai confiance en docker.docs et parce que surtout je sais ce que font les commandes. Petite note aux débutants, si vous ne savez pas ce que vous faites, évitez de le faire, parce qu'on peut vous faire n'importe quoi. Et s'il y a des étudiants qui nous écoutent, par pitié, arrêtez de copier et coller toutes les commandes et tous les scripts que vous trouvez sur Internet, parce que ça peut vous jouer des tours.
Bref, ici, donc, on va installer tout ce qui va nous permettre de mettre en place la clé GPG des dépôts Docker, parce que sur Linux, nous ne pouvons pas installer de dépôt s'il n'y a pas la clé qui permet de valider le fait que ce dépôt est bien celui qui prétend être. Hein. Donc ça évite de se faire pourrir le système pour rien. Et on va pouvoir donc ajouter, donc là j'ai mis en place tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai téléchargé donc la clé ici, la clé GPG du dépôt Docker, et maintenant je vais rajouter le dépôt en lui-même au niveau donc, du fichier etc apt source.list.d docker.list. Hop, et sudo commande introuvable, effectivement, si j'ai un sudo, ça ne marche pas parce que je n'ai pas installé sudo sur ma machine. Voilà, donc là je vais pouvoir refaire plutôt un apt update. Voilà, parfait. Et là je vais pouvoir donc installer. Alors je peux faire, je vais vous mettre toute la commande comme ça vous allez voir. Donc je peux installer, hop, je vais agrandir un petit peu aussi, c'est mieux. Voilà, je peux installer tout ça. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de tout le package. Moi, je vais le mettre, notamment tout à l'heure, on va utiliser Docker Compose, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, on va installer la machine. Et donc, une fois que c'est fini, Docker sera installé. Donc, une fois que Docker est installé, on va pouvoir lui demander de faire des choses, de commencer à faire des choses. Et notamment pour pouvoir exécuter des conteneurs. Et on va commencer par tester comment exécuter ces nouveaux conteneurs-là. Donc là, je vois qu'il a fini. Donc on va aller tout de suite tester ça. Pour faire le test, en fait, les gars de Docker nous ont prévu un truc super sympa. C'est qu'il existe un conteneur qui s'appelle Hello World et qu'on peut lancer pour vérifier que tout fonctionne. Donc on va le faire tout de suite. Hop, un petit clear. Donc Docker run hello-world. Et donc là, il va nous télécharger l'image Hello World. Il me dit Hello from Docker. Donc c'est bon, ça marche. Donc vous avez vu, j'ai tapé Docker run. Alors, il faut savoir que pour lancer des conteneurs, il y a deux commandes qui sont possibles. Soit ce que j'ai fait Docker run. Si jamais l'image n'est pas présente sur votre système, il va la télécharger et lancer un conteneur à partir de cette image. Ou on peut faire un Docker pull qui va permettre juste de télécharger l'image. Ça me fait penser à vous parler de ce que c'est qu'une image. Donc une image, c'est comme son nom l'indique, hein, une sorte de modèle de conteneur qu'on va lancer. Souvent, la première confusion, c'est de penser qu'on va télécharger et lancer des images. Non, on va télécharger des images et ensuite, on va lancer des conteneurs à partir de cette image. On peut en lancer plusieurs à partir d'une seule image. On peut même créer nos propres images si on le veut. Et on va lancer des conteneurs à partir de ça. Donc, la gestion des images, ça se fait via des tags. On appelle ça des tags qui spécifient la version de l'applicatif, par exemple, qui spécifie la variation de l'image quand il y a plusieurs variations de l'image. Et en fait, toutes ces images, vous allez pouvoir les retrouver sur le Docker Hub, qui est en fait une grande repository qui permet de chercher toutes ces images. Alors, il en existe d'autres, hein, notamment des plus perso. Mais vous allez voir ici, par exemple, tout ça, ce sont des images de conteneurs. Donc Alpine, qui est très utilisé parce qu'il est très simple. Donc vous voyez ici, vous avez les différents tags. Donc Edge 2024-0329, la test, machin. Donc ça, ces tags vont vous permettre de télécharger celle que vous voulez. Il suffit juste de le spécifier. 2 points, par exemple, latest. Voilà, ça permet d'avoir la dernière image officielle d'Alpine. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Je vais lancer un petit Alpine. Donc là, je vais faire un Docker run parce que je veux le télécharger, l'image, et lancer un conteneur à partir de l'image. Donc je vais mettre Docker run Alpine, latest. Hop. Là, qu'est-ce que j'ai mis? Latest. Qu'est-ce que j'ai mis comme truc?
La test. Bah si, pourtant. Pourquoi il me dit qu'il n'est pas bon? Visiblement, il me l'a téléchargé quand même. Alpine. Ah oui, pardon. Il me dit qu'il ne le trouve pas localement et du coup il le télécharge. Autant pour moi. J'ai cru qu'il m'avait dit qu'il ne le trouvait pas. Donc là, si je tape Docker Image, j'ai mes images que j'ai téléchargées, la Hello World de tout à l'heure et la Alpine que je viens de télécharger avec les petits tags, les images IG de quand ils ont été créés et quelle est la taille. Donc vous voyez qu'il y a une image Alpine, hein, ça pèse, entre guillemets, vraiment rien du tout. Donc là, on va lancer notre conteneur, donc Docker Run. Ah bah ça l'a fait déjà. Ça l'a fait déjà. Donc là, on a fait un Docker Run Alpine les tests. Donc on va pouvoir faire un Docker PS. Donc, Docker PS, ça va nous donner quelles images sont actives sous forme de conteneur. Là, j'ai absolument rien. Alors vous allez me dire, mais c'est pas normal parce qu'on a fait un Docker Run. Si je fais un Docker PS-A pour les lister tous, là, je vais pouvoir voir qu'effectivement, il apparaît, il est là, hein, à partir de l'image qu'il y a ici. Donc un conteneur a toujours un ID qui est là, ou un nom qui est généré aléatoirement. On peut lui en spécifier, hein, si on veut. Et on voit qu'ici, elle est bien partie, hein, mon conteneur est bien parti, mais il est sorti. Donc, il a été arrêté. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Ben, en fait, ça marche très bien. Un conteneur n'est pas une VM. J'aurais pu, si je lance une VM, elle tourne. Là, j'ai lancé un conteneur, mais je lui ai rien dit de faire du tout. Donc, il s'est lancé, il a rien à faire, il s'arrête, tout simplement. Donc, ces conteneurs, là, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Ça va être vraiment utilisé pour lancer des applications, des sites web, ou peu importe ce que c'est, mais pour lancer quelque chose. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Il ne faut vraiment pas voir ça comme des VM. Souvent, il y a cette confusion qui est faite entre les deux. C'est vraiment complètement autre chose. C'est vraiment pour isoler des applications. Donc, quand on va lancer un conteneur, on va lui demander de faire quelque chose. Là, on va tricher un peu pour vous montrer. Je vais demander, en fait, à mon conteneur de faire des pings, tout simplement. Donc, pour cela, je relance mon conteneur. Par contre, je lui précise -it. On va lui demander d'exécuter quelque chose. -d pour le détacher, parce que sinon il va rester sur mon terminal et je ne vais plus pouvoir taper de commande, donc c'est embêtant. Donc je précise Alpine. Et qu'est-ce que je lui demande de faire? Je lui demande de faire un ping, par exemple 4x8. Donc là, il me met un long machin là. Si je retourne dans Docker PS, là pour le coup, je vois effectivement que mon conteneur est bien en cours, il est up depuis 7 secondes, et il est en train de faire quoi? Ping. Alors, il faut savoir, hein, que sur Linux, hein, quand on fait un ping, ça ne s'arrête jamais. Donc là, je pourrais le laisser, mon conteneur va tourner, mais il ne va pas s'arrêter parce que je lui ai dit quoi faire, il le fait, et il ne s'arrêtera pas tant que je ne lui donne pas l'ordre, entre guillemets, de s'arrêter. Si jamais on peut rentrer dans un conteneur, on peut le faire soit avec l'ID, soit avec son nom. Donc là, j'ai un conteneur qui est en cours, donc on va essayer de rentrer dedans. Donc pour ça, on va utiliser une autre commande de Docker, qui est Docker exec, où on va exécuter une commande en particulier une fois que le conteneur est lancé, hein, bien sûr. Je vais venir copier l'ID ici, et je vais lui dire quoi faire. Qu'est-ce que je veux? Lance-moi bin, par exemple, bash. Oui, non, je suis sur Alpine. Un Alpine minimaliste, donc bin sh plutôt. On va partir sur un shell. Donc voilà, ici, vous voyez que mon avis de commande a changé. /dièse. Donc là, je suis à l'intérieur du conteneur. D'ailleurs, si je tape un petit hostname, vous allez voir qu'il me ressort l'ID. Donc par défaut, hein, le conteneur va prendre comme hostname l'ID. Il va avoir un alias avec son nom à lui. Si je fais un IPA, vous allez constater qu'ici, il a une adresse IP, donc qui n'est pas celle de mon poste, de mon Debian. Si je sors, hein, sur mon Debian, si je fais un IPA, j'ai ici 192.168.96.129. Mais Docker m'a créé en fait un petit réseau, hein, 172.17.0.1, ça c'est ma machine sur Docker, et mon conteneur a pris donc 172.17
0,2. Donc c'est un réseau qui est spécifique au conteneur. Celui-ci est en mode bridge, c'est-à-dire qu'il sort sur Internet, sinon j'aurais pas pu faire un ping 8888. Mais en fait, ça veut dire qu'on peut aussi isoler complètement les réseaux. Je peux, si je veux, créer un réseau spécial qui va n'être utilisé que par certains conteneurs, par exemple, qui est ou pas en mode bridge pour sortir sur Internet. Donc je peux faire absolument ce que je veux parmi ces petits réseaux et isoler des machines les unes des autres au niveau du réseau. Donc, là, j'ai mon conteneur qui fait toujours des pings, pendant qu'on parle, qui est donc celui-ci, je rappelle. Je vais l'arrêter. Pour l'arrêter, rien de plus simple. Docker stop. Et là, encore une fois, je vais prendre le nom cette fois. Romantic Wing. Donc là, il va s'arrêter. Et je vais pouvoir récupérer mon invite de commande. Voilà. Donc là, si je refais un Docker PS, je vois bien qu'il n'y a plus rien. Par contre, si je fais un Docker PS-A, je vois toujours mes conteneurs qui sont bien stoppés, mais qui sont toujours présents. Donc de temps en temps, c'est bien de faire le ménage. Alors pour ça, il existe une petite commande qui est Docker container prune. Donc prune en anglais, ça veut dire tailler. C'est comme tailler les rosiers. Ou élaguer plutôt. Donc là, je vais élaguer. This will remove all stopped containers. Yes. Voilà, parce que j'en ai plus besoin. Et je vais récupérer de l'espace. Alors, vous avez vu, j'ai récupéré 19 octets. Donc, c'est pas BZF. Mais je vous montre ça parce que de temps en temps, surtout quand on fait des tests, ça peut quand même être intéressant de faire un petit peu son ménage. On va voir un petit truc, c'est que on peut bien entendu créer son propre conteneur. Enfin plutôt sa propre image. Vous voyez, je fais moi aussi des bêtises. Je dis des bêtises. En fait, on va pouvoir créer faire sa petite soupe. Vous allez pouvoir en créer un from scratch ou en créer un à partir d'un conteneur qui est existant, d'une image qui est existante, pour construire votre petite pile. Donc on va faire un petit exemple. Je vais vous montrer un petit peu comment construire un conteneur tout simple qui en fait va distribuer une page web. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer ma page web, index.html. Donc là, je vais simplement créer une page web, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, je ne suis pas développeur web, donc s'il y en a parmi vous qui sont développeur web et que je fais des bêtises, je m'en excuse. UTF-8. Je ne sais même pas si c'est obligatoire de le... Oula, UTF-8. Je ne sais même pas si c'est obligatoire, ça. S'il y a des développeurs web, dites-moi si je suis obligé de le faire. Voilà, et je vais mettre tout simplement... Allez, on va mettre un gros titre. Bonjour le monde. Hop, machin. Et on va mettre en H2. Bienvenue sur mon conteneur. Voilà, donc c'est vraiment histoire de dire, on fait un petit truc sympathique. Alors, j'ai juste oublié ici le body qu'on va arrêter ici. Bon, mon indentation est toute pourrie, mais c'est pas grave parce que le HTML, on n'a pas grand chose à faire. Hop, hop, hop. Donc normalement là c'est bon. Donc là j'ai mon fichier index.html qui est, hop là, ici, parfait. Je vais créer un autre fichier qui doit s'appeler absolument, donc là c'est une obligation, bon, l'autre l'appelait index, mais j'aurais pu faire n'importe quoi, qui va s'appeler Dockerfile, comme ceci. Il faut que ce soit écrit comme ça, avec un D majuscule. Enfin, on peut changer, mais pour le faire nativement, on peut le faire comme ça. Donc ce Dockerfile, il va en fait contenir en gros toutes les instructions. Ma recette, c'est une recette, comme une recette de cuisine, pour créer ma nouvelle image. Il y a plusieurs instructions qui sont possibles. Il y a from, run, copy, cmd. Il y en a d'autres, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un expert, donc je ne les connais pas toutes. On va essayer de voir les principales. Donc la première qui est from.
From va nous permettre, comme son nom l'indique, depuis ou à partir de quoi je veux créer mon image. Donc par exemple, je peux créer mon image à partir d'un Debian Bullseye, qui est le Debian 11. Je vais lui dire, bah, tu te bases sur un Debian 11. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce Debian 11? Donc je vais dire run, pour lui dire d'exécuter une commande. Donc par exemple, apt-get update et apt-get upgrade yes. Alors, je mets à jour. Pourquoi le yes est important? Il n'y a pas d'interaction possible quand on va construire notre image. Donc, il est important que tout soit automatisé. Si je ne mets pas le yes, pour ceux qui utilisent Linux, on vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord, oui, non? Sauf que là, je ne pourrais pas y répondre, donc ça va s'arrêter et ça va échouer. Donc là, il est important que je le fasse. Je vais installer Apache, donc run, encore une fois, apt-get, pareil, hein, vaut mieux utiliser apt-get que apt. apt install Apache 2, yes, toujours. Donc là, j'ai installé. Donc des runs, je peux en faire autant que je veux. Alors, il est déconseillé de multiplier les étapes en run, tout simplement, parce que quand il va construire votre image, Docker va créer des couches, hein, des layers, et plus il y a de couches, plus votre image va peser lourd. Donc quand on veut optimiser, il vaut mieux faire, ne pas en faire trop. Bon, là, j'en ai que 2 et je vais faire une petite image, donc c'est pas grand-chose. Mais faites attention à ça si jamais un jour vous construisez des images plus longues. Je vais ensuite envoyer mon fichier index.html à l'intérieur de ma future image. Donc pour ça, je vais utiliser l'instruction copy. Donc je vais copier le fichier index.html qui est présent dans le répertoire courant dans lequel j'ai aussi mon fichier Docker, à l'intérieur du var 123 HTML, qui est le répertoire courant d'Apache 2, hein, le répertoire racine, si je puis dire. Et je vais finir, parce que si je fais ça et que je le lance, ben, il ne va pas faire grand-chose. Hein, c'est pas parce qu'il a Apache et un fichier index que miraculeusement, il va se dire, bah tiens, je suis un serveur web, je vais lancer le site. Je vais lui dire de lancer, donc CMD, qui va permettre de lancer, justement, qui va lancer une commande à l'exécution du conteneur. Donc là, usr sbin, donc il est conseillé de mettre le chemin complet vers l'exécutable pour éviter d'avoir des problèmes. Donc apache2ctl, donc qui permet de manipuler Apache. Et là, je vais dire -d. Ah, punaise. Hop, et foreground. Voilà. Pour lui dire en fait de lancer Apache en arrière-plan. Et voilà. Et vu que j'aurais mis l'index.html, c'est tout bon. Donc là, j'enregistre. Je quitte. Je vais lancer donc maintenant la construction de mon image. Donc construire, Docker build. Là, je dois lui spécifier le nom. Donc -t, enfin le tag en fait. Alors je vais l'appeler mon site. Voilà. Et là, je dois lui dire où se trouve le fichier Dockerfile. Bah là, il est dans mon répertoire courant, donc je vais mettre un petit point. Donc là, il va se lancer. Donc là, il télécharge dans un premier temps le Debian Bullseye. Il va faire la apt-get update, apt-get upgrade yes. Il lance l'installation d'Apache. Il copie et il fait le CMD. Et c'est terminé. Donc là, j'ai construit mon image. Si je fais un Docker image, je vais la retrouver ici. Mon site. Et elle pèse 272 mégaoctets. C'est pas grand-chose pour un site web. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus, par exemple, que l'Alpine. Encore plus que le Hello World. Mais dans le Hello World, il n'y a quasiment rien. Donc maintenant, je vais pouvoir lancer mon image pour tester mon site internet. Donc pour ça, on va repartir sur notre fameux Docker Run, en fait, ici. Je vais refaire un -d pour lui dire d'être en détaché. Et je vais exposer mon conteneur sur mon réseau local. Donc pour cela, il faut que je lui dise quel port
j'ouvre entre guillemets, hein, avec le "-p". Et en fait, la règle, c'est d'abord le port sur l'hôte, ensuite le port sur le conteneur. Donc moi, je vais ouvrir le port 8080 sur ma machine hôte et mon port 80 sur mon conteneur. Et après, qu'est-ce que je lance? Je lance mon site. Donc là, il est en route. Si je fais un docker ps, il est en route. Je vois bien que dans la commande, j'ai bien ce que j'ai tapé tout à l'heure. Donc, en toute logique, j'ai mon site internet. Je vais juste récupérer l'adresse IP de ma machine Debian. Et en toute logique, tadam, j'ai mon site internet qui fonctionne. Bienvenue sur mon conteneur. Bon, c'est bien le fichier HTML tout pourri que j'ai créé tout à l'heure. Je vous l'ai dit, je ne suis pas développeur web. Mais mon site fonctionne. Ça pourrait être un site tout à fait normal. On va pouvoir utiliser ce site internet. Donc, ça montre un petit peu l'intérêt de Docker, parce que moi, je l'utilise énormément, par exemple, quand je veux tester des choses. Ça me permet de créer ma petite recette, de faire ma petite soupe, ma petite popote, de tester tout ça. Et ça permet aussi de packager des applications, ou des sites web même, pour pouvoir les redistribuer, parce que là, mon image, bien entendu, je peux l'envoyer sur un dépôt personnel, ou même sur le Docker Hub, pour ensuite la retélécharger et la réutiliser de partout où je veux. Donc ça, c'est l'intérêt principal quand même de Docker, c'est pouvoir faire ce qu'on veut ensuite avec les conteneurs qu'on télécharge. Un dernier truc que je voudrais vous montrer, c'est Docker Compose. Là, on a vu comment créer en fait une image. On peut avoir besoin, pourquoi pas, d'avoir une pile de conteneurs en fait, hein, pour avoir une appli qui soit pleinement fonctionnelle. L'exemple que je vais prendre et qu'on va explorer, c'est par exemple, si vous voulez lancer un site internet, vous allez avoir généralement besoin d'un serveur web, vous allez avoir besoin de PHP, vous allez avoir besoin d'une base de données, hein, ou en gros une stack lamp, hein, pour créer votre site internet. Donc vous pouvez regrouper tout ça dans un seul et même conteneur. Il peut être plus souple, notamment pour le déploiement et le déploiement continu, d'avoir des conteneurs qui soient différents. Et on peut faire travailler tous ces conteneurs-là de concert en même temps, et les lancer tous en même temps, les arrêter tous en même temps. Et ça se fait grâce à Docker Compose. Donc Docker Compose est normalement installé, vu que je l'ai installé tout à l'heure. S'il n'est pas installé, je vous renvoie à la doc de Docker Compose. Il suffit Docker Compose -v, et là, je vais pouvoir... Ah, il ne m'a pas dit -v. C'est pas grave. En tout cas, il me renvoie l'aide, donc ça veut bien dire que j'ai le Docker Compose. Si vous ne l'avez pas, je vous renvoie à la doc de Docker pour que vous voyez comment l'installer. Si vous avez les dépôts, apt-get installe Docker Compose plugin, ça suffit amplement. Donc pour fabriquer un conteneur, là ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, c'est fabriquer une appli WordPress. Donc WordPress, hein, qui est un CMS qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le débat, mais en tout cas qui est très connu. Donc on va mettre un conteneur WordPress, on va mettre une base de données MariaDB, et on va rajouter un PHP MyAdmin qui va permettre, comme son nom l'indique, d'aller travailler par le biais d'une interface web les bases de données de MariaDB. Donc pour faire ça, on va créer un fichier. Attendez, parce que je dis ça, mais j'ai pas coupé mon truc, moi. Hein, Docker stop. Et la tête Shirley. On va arrêter Shirley. Donc pour créer cette pile, on va créer un fichier. Donc un fichier qui s'appelle, alors de base, hein, on appelle généralement Docker Compose. Hein, donc docker-compose.yml. On peut l'appeler comme on veut, bien entendu. .yml. Alors, sur Linux, on s'en fout un peu des extensions. Là, je le mets parce que ça a quand même une importance. Non pas pour le système, parce que lui, j'aurais pu écrire .toto, il le traitera pareil. Mais parce qu'en fait, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est qu'un Docker Compose, un fichier Docker Compose, est écrit en YAML. Donc YAML, hein, c'est YAML. Donc Yet Another Marked Language. Donc un langage, plutôt une manière de représenter des données, hein, pour le YAML, on ne peut pas vraiment parler de langage, mais... et la particularité du YAML, c'est que l'indentation est hyper importante.
C'est-à-dire que les choses doivent être vraiment alignées de la même manière entre les différents blocs, entre les différentes valeurs, les différentes clés, etc. On ne peut pas utiliser le tab, c'est exclusivement des espaces, et ça doit vraiment être écrit de la même manière. Donc, si vous faites un espace de trop ou un espace de moins, ça ne marchera pas, tout simplement. Donc, il faut faire attention à ça. Première chose qu'on va déclarer ici, c'est la version de notre fichier compose. Donc moi, je vais me mettre en version 3. Je vous laisserai aller voir les différentes versions. Donc ça peut avoir son importance, parce qu'il y a plus ou moins de fonctionnalités en fonction des versions. Je vais me mettre en 3 parce que là, ça suffit. Et je vais écrire plus ou moins ma recette pour ma pile d'applicatifs pour créer mon site web. Donc tout ça, je vais y lancer sous forme de service. Donc, je vais appeler des services ici. Donc service, on va commencer par le premier service que je vais appeler DB. Donc DB qui va être en fait ma base de données tout simplement. Donc DB, je vais spécifier un petit peu tout ce qui concerne DB. Donc quelle image ? L'image de base, on va s'appuyer sur MySQL en version 8.0, par exemple. On va lui donner un nom. Container name, on va l'appeler DB, par exemple. Hop. Ensuite, restart. L'instruction restart va permettre de redémarrer automatiquement les conteneurs. Par exemple, quand vous éteignez, que vous rallumez votre machine, les conteneurs vont redémarrer automatiquement. Donc ça, c'est un restart always. Vous avez aussi un restart on failure, c'est-à-dire ça va redémarrer automatiquement si le précédent démarrage a échoué. Vous avez never, vous avez plein d'instructions. Nous, on va mettre always. Pour le petit exemple, encore une fois, je vous renvoie à la doc pour de plus amples informations. Là, on va traiter tout ce qui concerne l'environnement. Alors là, je le mets directement ici parce que j'ai pas envie de complexifier la chose et que c'est une simple démonstration. Il est toutefois déconseillé de mettre directement dans le fichier Docker Compose des variables d'environnement. Vous allez très vite comprendre pourquoi, parce que, et je vais commencer par celle-là, je vais spécifier, par exemple, le mot de passe de root au niveau de la base de données. Donc voilà, ça peut exposer en fait certaines choses que vous n'avez pas forcément envie de voir exposées. Donc là c'est pour l'exemple, mais n'hésitez pas à faire autrement, notamment en passant par des fichiers qui contiennent les variables d'environnement. Donc MySQL, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Donc s'il y a un spécialiste qui veut nous expliquer en commentaire comment on fait parfaitement, il est bienvenu. Il est le bienvenu. WordPress. On va l'appeler. Donc ça, c'est le nom de la base de données, MySQL Database. Donc MySQL User. User. On va l'appeler WP User. On va se casser la tête. Et MySQL Password. On va l'appeler, et on va mettre le même. Alors, c'est pas du tout un sécure, ce que je fais. Pas de sécurité aujourd'hui. Voilà. Mais c'est une démo, donc on s'en fout. On va spécifier ensuite ces volumes. Je regarde si je suis bien aligné. Volume. Et c'est là que c'est important. Et que c'est là que c'est intéressant aussi. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, je vais lui donner un chemin que je vais appeler dbdata. Voilà, je le mets ici dans mon répertoire courant, je peux le mettre n'importe où. Il vaut mieux que je le mette à un autre endroit que le répertoire courant, qui est le répertoire route. Là, encore une fois, c'est pour la démonstration. Mais en fait, je vais lui dire que dbdata va correspondre au fichier var lib mysql, qui est l'endroit où sont stockées les bases de données. En fait, ça veut dire que mon conteneur va utiliser un fichier de base de données qui sera stocké sur ma VM en local. Pourquoi c'est important ? Parce que ça veut dire, il faut savoir qu'un conteneur, quand il s'arrête, il n'y a pas forcément de... Si je ne le fais pas, toutes les données qui sont dans mon conteneur seront perdues une fois que le conteneur s'éteint. Ça, c'est important à savoir aussi. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des données qui sont stockées en local, qui vont être utilisées par le ou les conteneurs que je vais lancer, que je vais pouvoir sauvegarder, que je vais pouvoir transférer, que je vais pouvoir... j'en fais absolument ce que je veux de ces données-là.
Ils ne font pas partie du conteneur en lui-même. Le conteneur, c'est juste, encore une fois, l'applicatif qui va permettre de traiter ces données. Et je vais créer aussi, parce que j'aime bien, je vais créer aussi un réseau que je vais appeler ici, WP Network. Voilà. Network. Donc là, je vais créer un réseau spécial qui ne va concerner que les conteneurs qui vont être compris là-dedans. Voilà. Je suis bien aligné. Donc là, je passe à mon deuxième service, qui est donc mon WordPress. Alors là, les noms, hein, on met ce qu'on veut. Hein. L'autre, je l'appelais DB, lui, je l'appelle WordPress. Vous mettez absolument ce que vous voulez. Hop, là, hop, je suis pas aligné. Voilà. Donc là, l'image. Alors non, on va commencer par un truc. Depends on. Donc là, je lui dis, celui-là, il dépend de celui-là. Donc en gros, pour que lui démarre, il faut que l'autre ait déjà démarré. Je ne suis pas obligé de le mettre, mais ça évite que le WordPress démarre trop tôt et qu'on se retrouve avec une jolie page en disant que la base de données n'est pas prête. Donc, on va remettre image à partir de WordPress. Il faut savoir que les mecs de WordPress ont créé un conteneur déjà tout prêt, hein, avec dedans du PHP, Apache, leur CMS et tout. Donc bon, là, je vais l'utiliser pour l'exemple. J'aurais pu détailler, hein, j'aurais pu faire un Apache, un PHP, un machin. Là, je vais prendre le truc qui est prêt. Là, je vais spécifier les ports que j'expose. Parce que c'est un site web, donc c'est quand même intéressant que j'ai des ports qui soient exposés. Donc là, je vais exposer à tout le monde mon port 80 et je vais le mettre en rapport avec le port 80 du conteneur. Voilà, comme ça, tout le monde va pouvoir venir lire mon site web. Donc restart, enfin tout le monde, dans mon réseau local, hein, du moins. Restart always. Ici, on va remettre environment. Je vais essayer de ne pas faire de faute entre le français et l'anglais. On va remettre nos variables d'environnement, et notamment mon WordPress, il a besoin de plusieurs choses. Il a besoin de connaître l'hôte qui porte la base de données. La base de données, c'est la machine qui s'appelle, le service qui s'appelle DB, hein, là-haut, plutôt le conteneur qui s'appelle DB, et c'est sur son port 3306, qui est le port par défaut de MySQL. Ensuite, WordPress DB user, c'est celui qu'on a créé en haut, hein, WP user, donc il faut bien que ce soit les mêmes. Hein. WordPress DB password, il faut bien remettre le mot de passe que j'ai mis là-haut, et WordPress DB name, le nom de la base de données que j'ai mis là-haut, que j'ai appelé tout simplement WordPress. Voilà. Je vais lui mettre aussi quel est son répertoire de travail. Donc, Working Directory. Ce répertoire de travail, hein, ça va être le répertoire par défaut. Hein, var blablabla HTML. Ces volumes, encore une fois, parce que ça, du coup, ça veut dire que je pourrais, si je veux, hein, je pourrais exister, par exemple, un site qui est existant, qui a été développé par moi ou par quelqu'un d'autre, poser tous ces fichiers-là dans un dossier que je vais appeler WP Data, et je vais dire à mon conteneur de l'utiliser, hop, HTML, et comme ça, au moins, je peux transposer et brinque-baller mon site de droite à gauche tout en sauvegardant ses contenus. Si j'ai besoin de le redéployer, j'ai juste à redéployer ma petite pile d'applicatifs. Je leur repousse mes fichiers et mon site est à nouveau prêt. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et Networks, et là, je précise quand même qu'ils sont sur le même Networks. Hop, WP Network. Donc là, vous avez remarqué hein, que j'ai déclaré DB, hein, comme ils sont sur le même réseau, eux, ils vont pouvoir, entre guillemets, résoudre leurs noms respectifs de par le fait qu'ils soient sur le même réseau.
Donc là, je peux juste mettre DB. J'ai pas besoin de mettre autre chose. Voilà. On finit par le dernier, PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. Hop. Donc là, je vais lui mettre... J'ai l'air d'une andouille à me pencher comme ça, mais bon. Depends on DB aussi, hein. Depends on DB, parce que forcément, lui, il a besoin que DB soit parti pour pouvoir fonctionner. Je vais lui dire sur quelle image je m'appuie. Donc l'image, je vais m'appuyer sur PHP myadmin.latest, parce que les mecs de PHP myadmin ont créé une image qui est déjà toute prête. Je vais lui dire quel port j'expose, encore une fois, parce que c'est une interface web. Hein. Donc je vais exposer, encore une fois, hein, je vais mettre tout le monde, mais bon, c'est pas cool, 80-80 sur le port 80. Ça veut dire que je devrais aller sur le port 80-80 de ma machine Linux pour accéder au port 80 de ce conteneur. Restart always. Voilà. Et environment. Je vais y arriver. Soulever. Donc PMA host. Donc en gros, qui est l'hôte de la base de données, hein, bah, c'est toujours le même, DB. Et quel est le mot de passe root du serveur de base de données? Et ben, je vais mettre le même mot de passe root que j'ai mis tout à l'heure. Et bien entendu, je termine networks. Et là, je le mets. Hop. WP network. Voilà. Donc là, je ne spécifie pas de volume parce que PHP MyAdmin va juste aller lire les données de la base de données qui sont sur DB, qui les prend lui-même de mon conteneur local. Mais pour PHP MyAdmin, je n'ai pas besoin forcément de volume. Donc là, voilà. J'ai tout mon petit monde. Il faut quand même que je spécifie ici networks, je vais y arriver, parce que j'ai créé, donc j'ai parlé de WP Network, mais il faut déclarer ces caractéristiques à la fin. Hein. Donc WP, on a dit, il s'appelle WP Network, et il faut mettre son driver, bridge, parce que j'ai besoin que ce network soit accessible depuis l'extérieur, vu que j'expose des machines. Donc là, j'enregistre. Je quitte. Donc il est bien là, hein, mon fichier. Il contient bien ce qu'on vient d'y mettre, hein, tout là-dedans. Ok, nickel. Donc maintenant, je vais pouvoir lancer toute la pile. Comment je fais ça? Bah, tout simplement en tapant Docker Compose, up. Je vais mettre le -d pour qu'il soit en détaché. Hein, parce que sinon, je vais rester bloqué dans l'exécution. Donc là, je vais mettre en détaché. Si j'ai fait une bêtise dans l'écriture, il va me le dire tout de suite. Sinon, il va tout lancer. Voilà. Donc là, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Service word port must be a list. J'ai trouvé. J'ai oublié un espace. Voilà. Je vous avais dit, hein, c'est assez tatillon. Donc on va pouvoir lancer notre pile de conteneurs. Donc là, hop, il va télécharger le MySQL. Il va télécharger, donc vous voyez ici, hein, il télécharge là, il est en train de télécharger le WordPress. Il va télécharger le PHP MyAdmin. Il va télécharger le DB. Il va mettre tout ça en place. Et il va lancer, une fois qu'il a fini toutes les extractions, ma petite pile de conteneurs. Hop, pull complete. Donc là, vous voyez qu'il ne démarre pas les autres, hein, parce qu'il attend lui. Voilà. Il a bien commencé par le DB. Ensuite, il a lancé les autres. Il a créé
mon WP Network. Donc si je fais un petit Docker PS, j'ai bien mes 3 petits qui fonctionnent, j'ai bien mes ports qui sont fonctionnels. Et donc normalement, si je raffiche mon site web, tadam, je suis bien sur l'installation de WordPress, sans aucun problème. Je peux l'utiliser comme si j'avais installé un WordPress. Donc c'est quand même vachement pratique. Sur mon port 8080, oula, 192.168.96.129.80.81, hop là, je suis bien dans mon PHP MyAdmin, et si j'utilise mon mot de passe route, je suis bien sur ma base de données. J'ai bien ma base de données WordPress qui est là, que j'avais créée par le biais des variables d'environnement. Donc là, bon, je ne vais pas jusqu'au bout, parce que le but, c'est pas de vous montrer comment on fait un site WordPress, mais là, je peux créer mon site WordPress tranquillement, avec tout ce que j'ai. Si je fais ls, je vois bien qu'il m'a créé dbdata et wp-data. À l'intérieur de dbdata, j'ai bien tous les fichiers qui concernent ma base de données. À l'intérieur de WP-Data, j'ai bien tous les fichiers qui concernent mon site internet. Donc ça veut dire que là, je peux faire des sauvegardes sur ces 2 dossiers-là pour pouvoir ensuite les réutiliser exactement comme je veux. Voici pour cette vidéo. J'espère que vous savez un petit peu plus ce que c'est Docker et que ça vous a donné envie d'explorer un petit peu plus comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est hyper puissant. Je vous ai montré vraiment qu'une infime partie de ce qu'est capable de faire Docker. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce que ça fait et à aller vous renseigner un petit peu plus en avant. En tout cas, moi, eh bien, je suis content de vous avoir montré ça et je suis ouvert à vos différentes remarques dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, bon vent et à bientôt.